Effectivement, quand on voit la terre qui meurt, la terre qui est détruite, on ne peut pas rester insensible. Quand on voit les humains souffrir, on ne peut pas rester insensible. Et à la fois, on essaye de faire tout ce que nous pouvons pour essayer quand même de garder un peu de bonheur. Alors, première question. Première question. Alors pour Pierre, donc le bio devient-il conventionnel? Le bio devient-il conventionnel par son intensivité? L'éthique du bio est-elle en danger? C'est une excellente question parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un système qui, dès que le public a un engouement, par exemple, pour un produit, et pour le bio, par exemple, eh bien, la société marchande s'en occupe. C'est-à-dire que c'est une occasion de faire du profit. Mais ceux qui veulent faire du profit ne sont pas forcément convaincus eux-mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la bio est en danger. Pourquoi? En tout cas, moi, cet été, je vais le consacrer à essayer d'écrire un livre sur l'agroécologie, mais non pas dans ses aspects uniquement bouffés bio. Par ailleurs, la bio, il faut aussi ne pas se tromper. On peut manger bio et exploiter son prochain. C'est pas incompatible. Et c'est pas parce qu'on a des alternatives techniques, biologiques, etc., que le monde va changer. On va prendre la bio et on va la mettre dans la même logique que la logique actuelle qui domine, et finalement elle sera foutue, et nous on aura travaillé pour rien. Voilà. Donc c'est l'occasion justement de sortir, de proposer la bio fondée sur un paradigme nouveau, c'est-à-dire sur une conception de la vie qui intègre l'aspect éthique, l'aspect poétique, l'aspect déontologique, et c'est une façon de sensibiliser et de faire prendre conscience à l'humanité de ce que signifie aujourd'hui ce qui a été longuement expliqué et bien expliqué, c'est-à-dire le respect de la vie, le respect de la terre. Donc ce que l'on voit aujourd'hui, c'est en fait la bio qui est prise en otage de plus en plus par un système sans d'ailleurs les garanties qu'il faudrait. Et méfions-nous, je crois que l'approche biologique part évidemment de ce qui a été expliqué sur les sols, parce que très souvent je suis assez, surpris de voir des gens parler de diététique, mais jamais des sols. C'est-à-dire ce qui pousse, il pousse. Eh bien aujourd'hui il y a un grand danger, et je pense c'est le moment justement de justifier et de proposer la bio comme étant au cœur d'un changement de société, et non pas simplement une alternative alimentaire. Je voulais compléter une chose. En 84, on a fait partie des experts sur les définitions de l'agriculture biologique européenne. Et nous, avec Lydia, on était assez contre cette notion de l'agriculture n'utilisant pas de produits de synthèse. Et une définition négative de l'agriculture biologique nous paraissait extrêmement mauvaise. Et nous, on avait proposé au contraire l'agriculture protégeant les sols, développant la vie des sols et donnant de la qualité aux aliments. Et ce qui a été étonnant, c'était la réaction extrêmement violente des multinationales, parce que les multinationales ont tout de suite compris que si on prenait comme critère l'activité biologique des sols comme garantie d'un produit biologique, ils n'allaient plus pouvoir faire du faux bio. Et donc ils ont dit, il est hors de question qu'on utilise le critère d'activité biologique des sols comme garantie de la biologie. On va simplement faire des définitions de produits que vous avez le droit d'utiliser, pas utiliser. Et grâce à ça, on a du faux bio. Non, mais en fait, c'est un peu ce qu'a répondu Claude dans l'explication, c'est-à-dire que, en fait, si vous respectez les lois du sol, c'est-à-dire que si vous n'allez pas à l'encontre, on n'a pas abordé ça, en plus les sols ont des vocations. Si vous voulez, sur un sol qui, par exemple, est un sol à céréales et que vous voulez faire ou de la vigne, eh bien, le vin ne sera pas bon. Et inversement, dans un sol qui va être pour faire de la vigne, si vous voulez faire des céréales, ça n'ira pas. Donc, si on respecte, si on fait un sol, on respecte la vocation des sols et qu'on respecte ces lois, en fait, l'agriculteur, il est en biologie. C'est quelque chose de tout à fait naturel.
il ne va pas augmenter ses rendements parce que comme son sol aura une vocation, il n'ira pas à l'encontre, il ne va pas le violer. Donc quelqu'un qui, dans le respect de son sol, il n'est même plus dans la notion de biologie. C'est quelque chose qui est totalement naturel. Et le côté de dire je suis dans la bio, il y a des agriculteurs ou des vignerons qui ne parlent jamais, qui ne portent même pas cette étiquette, qui ne veulent pas et qui sont absolument dans une agriculture biologique. Donc en fait, on a trop... effectivement, on est dans des choses aussi en faux bio. Et nous, par exemple, je veux dire, quand vous avez du bio qui arrive, il y a eu une émission il n'y a pas longtemps sur la biologie, sur les produits en bio. En fait, il y a énormément de faux bio. Quand vous avez certains produits bio qui arrivent de l'autre côté de la planète, qui ne sont pas forcément visibles, je pense aussi que si on était avec une agriculture de proximité, avoir des circuits courts, même si l'agriculteur ne fait pas exactement comme les dogmes de la biologie, mais il y a un dialogue, et on a perdu énormément de dialogue avec les agriculteurs. Vous pouvez lui dire, ah ben, votre produit est bon, mais peut-être que si vous utilisiez moins, il y a une relation, on garde un agriculteur ou un maraîcher ou un arboriculteur à côté de nous, plutôt que d'aller acheter des pommes à l'autre bout de la planète qui va être bio. Je pense que c'est pas que ça, c'est pas l'avenir, c'est pas que tout le monde soit en bio. Le mieux, ça serait l'agriculture biologique. Mais aider les agriculteurs qui sont proches de nous, qui sont pas forcément en bio, mais pour les maintenir, pour maintenir ce tissu rural, je pense que là, il y a énormément de choses à faire. Plutôt que de vouloir aller acheter des produits bio à l'autre bout de la planète. Il faut aider les gens qui sont sur place, les aider dans la démarche. Alors, question pour Lydia Claude Barnabé. Comment voyez-vous l'avenir à court terme? Y a-t-il une prise de conscience depuis que vous prêchez la bonne parole? Alors oui, il y a une prise de conscience. Je crois qu'il y a une prise de conscience surtout par les citoyens, les agriculteurs, mais aussi les citoyens qui sont comme vous là. Je pense que nous, quand on a commencé il y a 23 ans, même 25 ans, en fait, quand on prêchait, oui, on peut dire un prêche, on parlait de ça, on nous a pris pour des illuminés. Et je pense que peut-être, et c'est ce qui est le plus dramatique, quand on disait ça, les gens nous disaient « ouais, c'est n'importe quoi ». Peut-être qu'on aurait dû avoir tort. Ça voulait dire que, effectivement, si on avait tort, c'est que la planète allait bien. À l'heure actuelle, il y a de plus en plus de gens qui sont autour de nous, qui nous soutiennent, qui écoutent Pierre, qui nous écoutent. Il y en a d'autres, les lanceurs d'alerte. Je pense parce que les gens ne veulent plus du mensonge de ces multinationales. Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'en fait, on les a trempés. Pourquoi il y a de plus en plus de gens malades? Et maintenant, grâce aux médias, grâce à ce que l'on sait, on sait que beaucoup de ces maladies sont dues à nos produits, sont dues à ce qu'on fait. Et cette conscience citoyenne fait que c'est... Dans le film de Colin Serrault, il y a un moment, il y a une personne brésilienne qui dit quelque part c'est nous qui avons le pouvoir. En fait, on peut faire changer les choses. On peut avec nos actes changer. Et en ce moment, c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de gens qui posent des questions, qui vont vers une agriculture biologique, qui achètent des produits bio, qui sont plus respectueux. Et on voit aussi dans les écoles, nous, quand on a commencé, on était absolument interdit de tous les lycées agricoles. On est en train de nous demander de venir faire des cours. Donc oui, il y a un changement. Pour nous, il est trop lent parce qu'il y a une accélération, la planète est en danger. Et pour nous, on pense qu'on ne va pas assez vite, il faudrait vraiment mettre la 5e vitesse. Juste rajouter une chose, il y a des études sociologiques qui ont montré qu'on fait des études sur des groupes sociaux, et il suffit que 5% de la population d'un groupe social se mette à penser différemment pour que l'ensemble du groupe se mette à penser différemment. Dès qu'on sait que le jour où il y aura 5% des êtres humains qui arrêteront de voir la nature comme un milieu exploité, mais qui commenceront à la respecter en tant qu'être vivant, le chose basculera complètement. C'est avec toute cette civilisation qui détruit tout, il suffit de 5%. On estime qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 3% des êtres humains qui ont pris conscience qu'il fallait protéger cette planète. Il en manque encore 2, mais on va y arriver, hein, je pense qu'on va y arriver. Alors moi, je dirais que la notion de prise de conscience me rappelle l'électricité.
comme s'il y avait une prise de conscience, il suffit de se brancher et ça y est, on a conscience. Moi, je pense qu'il s'agit d'élévation de conscience et de lucidité. Et puis dans nos discours, il faut se méfier parce qu'on réduit la problématique au monde occidental. Et on oublie qu'il y a des milliards d'êtres humains qui, eux, n'ont même pas à manger. Et il faut faire attention qu'on ne réduise pas la problématique à la problématique occidentale et ne pas intégrer l'ensemble de l'espèce humaine dans une problématique dans laquelle il y a ceux qui ont beaucoup, et même trop, et ceux qui ont très peu. J'ai appris qu'il y avait à peu près 1500 milliardaires en dollars. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont leur fortune est absolument colossale. Ils sont dans la possibilité de racheter le bien commun. C'est-à-dire qu'ils achètent le bien qui appartient à l'humanité. Alors vous avez ces 1500 personnes milliardaires en dollars qui ont évidemment un pouvoir sur les politiques, sur tout cela, extrêmement exorbitant. Et vous avez des papas et des mamans qui n'ont rien à donner à leurs enfants. Donc ce que je veux dire là, c'est que si on ne raisonne pas en termes humanité, on va se restreindre à la problématique de l'Occident, et malheureusement on est prisonnier de cela. Voilà. Alors, une question pour Pierre de Jésus. Comptez-vous, Monsieur Pierre Rabhi, vous représenter aux élections présidentielles de 2017? Écoutez, je suis vraiment dans cette problématique-là. Vous savez, bon, certains savent ou ne savent pas, qu'on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles de 2002. Alors je suis parti en disant, ils m'ont mis tellement la pression que j'ai eu des tas d'insomnie, j'y vas-tu pas, enfin ça tournait dans ma tête, et puis à un certain moment, j'ai dit, mais je ne suis ni de gauche ni de droite, je crois absolument pas à tout ça. Et même maintenant, ça se confond tellement qu'on ne sait plus trop où on en est. Donc, j'y croyais déjà pas. Je crois absolument pas à la politique telle qu'elle est, puisqu'elle ne prend justement, c'est une politique qui ne prend absolument, qui n'est pas réaliste en fait, hein, qui fonctionne sur les bases d'un système qui a défini ce que devait être la politique et ce que devait être finalement l'ordre mondial. Donc je n'y crois pas. Et alors qu'est-ce qui me pousserait à le faire? Et bien ça a été, j'y suis quand même allé, avec beaucoup de trac. Et puis, comme vous savez, il fallait le rituel des signatures, il fallait courir après les signatures, et je me suis dit, si on en a 2 ou 3, quelqu'un qui aurait un peu trop bu, qui signerait sans savoir ce qu'il signait, ça sera déjà pas mal. Voilà. Et puis finalement, on est parti un peu au caïdo, mais sur un programme qui était atypique. C'est-à-dire que le programme, c'était pas voter pour moi et tout ira bien. C'était de dire le féminin au cœur du changement, changer l'éducation des enfants, l'utopie, incarner l'utopie. Ça a été l'agriculture, bien entendu, changer le mode de production de l'agriculture, le mode de gestion des biens communs et des biens nourriciers. Ça a été une sorte de libération, en quelque sorte de l'initiative humaine, plutôt que l'injonction politique. Et on a eu presque 200 signatures d'élus, 40 conférences avec des salles pleines. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a, au lieu de faire de la politique, on a instauré ce qu'on appelle un forum civique. Qu'est-ce que c'est que le forum civique pour nous? C'est de permettre aux citoyens de s'exprimer. Qu'est-ce que nous voulons? C'est plutôt que les politiques nous disent, voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous voulons? Et le succès a été tel qu'on s'est dit, finalement, on n'a pas eu tort de le faire. Alors, le temps a passé, on a continué, bien sûr, à travailler sur les mêmes critères, etc. Et la perspective de 2017 se rapproche malgré tout.
effectivement, il y a des gens qui me demandent pourquoi ne pas te représenter. D'abord, je ne sais pas si je suis encore vivant. Deuxièmement, voilà. Et à la fois, je me dis, ça serait dommage de ne pas le faire. Et à la fois, je me dis, oh là là, oh là là. Bon. Donc, ce qui serait dommage, c'est que ce soit moi ou n'importe qui, que l'on ne mette pas en évidence aujourd'hui que la société civile a d'autres aspirations qui ne concordent pas forcément avec les credos politiques et avec les préceptes politiques. Pourquoi il y a tant de gens qui maintenant essayent de faire autrement, d'évoluer autrement, de penser autrement, d'agir autrement, de vouloir changer la société et la bonifier en quelque sorte? Ben, ces gens-là représentent quand même maintenant une puissance. D'aucuns savent qu'on a lancé par exemple le mouvement Colibri. Vous connaissez le mouvement Colibri? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, c'est en fait, je lisais une revue, puis je vois une légende amérindienne qui dit qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt, tous les animaux étaient atterrés, ne pouvaient plus bouger, etc. Et il y a ce petit oiseau qu'on appelle le colibri, très léger, etc., qui lui ne désarme pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec, les jette sur le feu et s'active, il s'active, jusqu'au moment où le tatou le regarde depuis un moment et il lui dit, écoute colibri, c'est ridicule, tu ne penses quand même pas que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Et le colibri le regarde en face et dit, je le sais, mais je fais ma part. Et moi, ça m'a apparu telle évidence qu'il fallait faire sa part. Donc le colibri a évolué, il y a des groupes maintenant qui s'organisent, c'est quelque chose qui est repris de plus en plus. Alors 2017, je me dis, il y a un ange qui est à droite qui me dit vas-y, l'autre qui me dit ne va pas, surtout ne va pas. Et en tout cas, ce que je trouve dommage, ce que je trouverais dommage, c'est que justement la société civile ne puisse pas être, lors d'une échéance politique de grande envergure nationale, s'exprimer sous la forme d'un forum civique. Une question de Armand, donc je pense que c'est plutôt pour Lia et Claude. Alors BRF, bois raméal fragmenté, est-ce que cette technique est utilisable dans nos régions à dominance de résineux? Alors donc, il ne faut pas qu'il y ait plus de 20% de résineux dans le BRF, mais normalement, on 100 mètres, hein, autrefois il n'y avait pas de résineux ici, c'était la forêt de feuillus, hein, tous les résineux que vous voyez là ont été plantés par l'homme, hein, ils ne sont pas naturels. Hein. Mais vous pouvez parfaitement planter des haies de feuillus ici, à 100 mètres d'altitude, ils pousseront très bien, hein, ils pousseront même mieux que les résineux, hein, et vous pourrez faire votre BRF. Mais ce qui est très important, attention, hein, le BRF c'est pour restaurer un sol, ça se met pas tous les ans. Hein. On met une fois pour relancer la vie du sol, et après on entretient la vie du sol avec du compost. Faut pas vous amuser avec du BRF tous les ans. Vous allez étouffer votre sol. Hein. C'est fait pour remettre le monde des champignons qui a complètement disparu. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, autrefois on se baladait dans les prés, on avait des rosées des prés partout, il n'y a plus rien. Nos prés sont vides de champignons. Les champignons ont disparu de nos champs, ont disparu complètement de nos champs de blé et tout. Il n'y a plus de basidiomycètes. Alors les basidiomycètes, c'est les 2 tiers de la microflore du sol, c'est la grande énergie vivante, c'est les champignons. Hein. C'est un règne à lui tout seul. Hein. Il y a 3 règnes sur Terre, règne des champignons, règne des plantes et règne des animaux. Et le règne des champignons, il a été complètement exterminé par les fongicides, par les excès d'engrais. Ils supportent pas le phosphore, ils supportent pas l'azote, les champignons. Donc mais attention, ne mettez pas du BRF tous les ans, hein. Vous allez tuer vos sols. Hein. C'est vraiment pour les régénérer. Hein. On utilise ça pour le régénérer et après, on met du compost, c'est-à-dire qu'après, vous pourrez continuer à tailler votre haie, mais vous mélangerez avec des excréments animaux, des poulets, des excréments de poulets, des excréments de pigeons, de lapins, de ce que vous voulez, mais il ne faudra pas après utiliser comme bois raméal, hein, sinon vous étoufferez votre sol. Une question un peu complexe pour les Bourguignons, parce qu'en fait, j'ai essayé de regrouper 3 questions différentes. Dans votre ouvrage, vous faites bien évidemment allusion à la culture en semi-direct et sans travail du sol. C'est une technique qui a vraiment maintenant prouvé son efficacité. Or, quand on regarde les statistiques que j'ai récupérées, en Amérique du Nord, donc, environ 40% des terres cultivées le sont avec cette technique, semi-direct, pas de travail du sol. En Europe, c'est seulement 1 à 2%,
et en France aussi environ 1 à 2%. Quelles sont les raisons pour le peu d'adoption d'une technique qui a prouvé son efficacité et en relation avec cette question, est-ce qu'elle peut être utilisée dans des fermes de petite taille? Je continue peut-être parce que, évidemment, une des raisons, ça va être nos politiques qui vont prendre ou non des décisions. Alors, dans la même ligne d'idée, pouvez-vous commenter justement sur le rôle de cette Commission européenne, en particulier avec le traité transatlantique qui impose l'utilisation d'OGM ou de bœuf aux hormones? Et enfin, un dernier point, une terre agricole, comme vous la régénérez, comme vous l'avez suggéré, on peut remonter sa teneur en carbone de façon très significative. Je me suis amusé à faire un petit calcul. Si on fait passer la teneur en carbone de 1,7% à 2,5%, on va piéger environ 300 tonnes de gaz carbonique. Donc, à une époque où on nous rebat les oreilles avec les gaz à effet de serre, bon, est-ce que le fait de favoriser donc, cette régénération du sol pourrait être prise en considération par la Commission européenne pour éviter des lois qui favorisent cette pratique, ainsi que la pratique précédente à laquelle je faisais allusion? Voilà, ça fait beaucoup de questions à la fois, mais disons, c'est quel est le rôle de la Commission européenne dans les prises de décision et comment peut-elle influencer les pratiques qui vont nous aider à régénérer nos sols? Merci pour toutes ces questions. On va peut-être expliquer ce que c'est que le semi-direct sous couvert pour des personnes qui ne savent pas. Et surtout, bon. Donc, un agriculteur, la plupart du temps, quand il a moissonné, il va tout de suite labourer son sol. Donc nous, dans ce que Claude vous a expliqué, on ne doit plus toucher à la terre, on ne la laboure plus. Donc l'agriculteur, quand il va moissonner son blé, il va monter la hauteur de sa moissonneuse batteuse, sa barre de coupe, pour ne prélever que les épis. Dans les pailles de son blé, grâce à un semoir à disque, donc c'est un outil un peu spécial, qui va couper, il va semer directement, sans toucher au sol, sans le labourer, sans mettre les pailles à l'intérieur, il va semer un couvert. Ce couvert, nous on a beaucoup travaillé au départ, les agriculteurs, parce que c'est des techniques qui ont été mises au point dans les pays du Sud, Brésil, Argentine, ils utilisaient 1 ou 2 variétés de plantes. Nous, quand on travaille avec des agriculteurs, on va utiliser 6 variétés de couverts. C'est-à-dire qu'on va mettre un colza, de la famille du colza, on va mettre une céréale, on peut mettre du sarrasin, des légumineuses. Donc on va semer, grâce à ce semoir, à l'intérieur des pailles, une plante de couverture. Cette plante de couverture va bénéficier de l'humidité du sol et va se mettre à pousser très vite à l'intérieur de ces pailles. Et cette plante, grâce à ses racines, va avoir un rôle hyper important. D'une part, elle va mettre la terre à l'ombre. Donc, en étant à l'ombre, tous les colamboles, les acariens, les vers de terre ne vont pas subir la chaleur du soleil. Un sol mis à nu en été peut monter à 45 degrés, voire 50 degrés. Donc, ça tue tout, ça stérilise le sol. Donc, sous cette humidité, ces animaux vont continuer leur travail. Ça permettra aussi de garder l'humidité et les racines, la plante va remonter les éléments qui éventuellement n'ont pas été consommés par le blé avant. Donc cette plante de couverture va pousser pendant 2-3 mois si c'est semé au mois de juillet. Et au moment de la plante d'hiver, on va utiliser le même outil, ce semoir à disque, et à l'intérieur de ce couvert, devant le semoir à disque, on va avoir ce qu'on appelle un rouleau. C'est comme autrefois on utilisait des rouleaux pour écraser, pour aplatir la terre. Donc ce rouleau, il a comme des cannes dessus. Il va être devant, il va broyer le couvert pour éviter qu'il devienne embêtant pour la culture qui va suivre. Et à l'arrière, on va semer le blé d'hiver ou la plante d'hiver. Donc on consomme moins de fioul, on consomme moins de temps, et l'agriculteur, il a
un tracteur qui a moins besoin d'être... il n'a pas besoin de faire 200 ou 250 chevaux, parce que comme on ne rentre pas un fer dans le sol, il n'y a pas besoin de puissance, puisqu'en fait, on va juste couper la terre pour semer. Donc l'agriculteur va avoir un tracteur, son semoir à disque et la moissonneuse-batteuse. C'est tout. Il n'aura plus la charrue, il n'aura pas le décompacteur, il n'aura pas la herse. En fait, il va passer beaucoup moins, donc il va utiliser moins de fuel. Donc vous voyez, pour les producteurs de fuel, ça pose un problème. Et comme disait monsieur, donc je vais répondre à la question, comme vous ne labourez pas un labour, vous dégagez 1 tonne de CO2 par hectare. Un semi-direct sous couvert capte 3 à 4 tonnes de CO2 par hectare. Donc si on fait la balance de la captation de carbone, eh bien on est entre 4 à 5 tonnes par hectare. Donc effectivement, si les agriculteurs de la planète utilisaient beaucoup plus ces techniques-là, on réglerait en partie, au moins à 40%, le problème du réchauffement de la planète. Alors pourquoi c'est pas utilisé en Europe et surtout en France, parce que la France est vraiment très très en retard là-dessus? Eh bien parce que la France, c'est la chasse gardée au niveau, c'est le pays le plus, le pays le plus agricole de l'Europe. Donc ces multinationales et ces producteurs de tracteurs, de machines ne veulent pas lâcher le morceau. Donc en fait, on ne développe pas ces techniques, ni même dans les collèges, on ne l'explique pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins d'argent à gagner, parce qu'en plus, quand cet agriculteur va utiliser du semi-direct sous couvert, il va utiliser moins de nitrate, il utilisera moins de fertilisants, il va utiliser moins de fuel, il va moins de pesticides, moins de fer, moins de métal, moins de fuel. Ben, vous avez tout compris pourquoi ça ne se développe pas. Alors je vais laisser Claude parler ses OGM. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont été à la communauté européenne, qui ont été à Bruxelles. Bruxelles, c'est 17 000 fonctionnaires et vous avez 22 000 lobbyistes représentant des grandes multinationales qui font passer des lois auprès de la Commission européenne contre même les avis des députés. Si vous prenez par exemple le problème de l'OGM, les députés ont voté contre les OGM en Europe et les multinationales comme Monsanto, Adventis, Novartis continuent à faire des pressions pour faire passer des OGM contre l'avis populaire. C'est-à-dire que vous avez beau essayer de vous battre, vous prenez des produits qui tuent les abeilles, ça a été une lutte permanente où les députés ont demandé qu'on arrête de mettre ces produits comme le gaucho et le cruiser, et ils continuent. Vous savez que les multinationales sont tellement nombreuses, ils se baladent dans les couloirs de la CE avec des dossiers sous le bras, et ils imposent leurs lois. Quand par exemple ils ont décidé d'imposer la Golden, pourquoi on a imposé la Golden à l'Europe? Parce que la Golden, il y faut 40 traitements, c'est la pomme la plus consommatrice de pesticides au monde. Donc on a dit, on a financé l'arrachage des variétés européennes pour imposer la Golden, parce que ça permettait de vendre des pesticides. Donc tant que la communauté européenne sera sous l'emprise des lobbies, et que même lorsque les députés européens votent, par exemple, une chose très simple, vous savez que vous avez une direction européenne sur l'air, et vous avez une direction européenne sur l'eau. Vous n'avez pas le droit de brûler n'importe quoi dans l'atmosphère, de brûler des vieux pneus, etc. Et vous n'avez pas le droit d'aller laver votre bagnole dans une rivière ou de jeter n'importe quoi dans l'eau. Il n'y a aucune directive sur les sols. La totalité des députés européens ont demandé, ont voté qu'il y ait une directive sur le sol. Les lobbies interdisent toute directive. Ils veulent pouvoir mettre n'importe quoi dans les sols. Ils veulent pouvoir balancer tous leurs pesticides, toutes leurs saloperies. Ils ne veulent pas qu'il y ait une directive qui les gêne dans la vente de leurs produits. Donc tant qu'on sera dans des lobbies plus puissants que les peuples, c'est des produits, des boîtes qui violent la démocratie, eh ben on ne pourra pas protéger nos sols. Et il n'y a toujours pas de directive sur le milieu qui nous nourrit. C'est quand même incroyable quand vous y réfléchissez. Et ça, c'est antidémocratique complètement. La communauté européenne n'est pas démocratique. Elle est dominée par des lobbies. Le monde ne se décide pas à la Maison-Blanche, il ne se décide pas à l'Élysée, il ne se décide pas au Downing Street, ni à Moscou, il se décide à Davos. À Davos, vous avez toutes les grandes multinationales qui se réunissent chaque année. Ce serait d'ailleurs un acte extraordinaire de balancer une bombe sur Davos. Toujours ils se réunissent. Mais c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Il faut, pour rentrer à Davos, il faut que votre boîte fasse au moins 5 milliards de dollars de bénéfices, sinon vous ne rentrez pas. Donc vous imaginez bien que c'est assez limité. C'est à Davos qui se décide le monde. Donc il faut se battre. Il faut constamment. C'est pour ça qu'au moins le vote européen a un intérêt, c'est essayer de voter des députés qui défendent notre démocratie. Bon, ils n'y arriveront pas, parce que les lobbies sont là, mais petit à petit, ça se sera. Ça se sera, il faut continuer à se battre, il ne faut pas baisser les bras, mais c'est pour ça que l'unité européenne vote pas, ne fait pas ce que nous lui demandons de faire.
je voulais simplement préciser que ces gens-là existent parce que nous nous comportons de telle façon qu'ils puissent exister. On dope, vous voyez, on est même malheureusement obligé de doper ce système. Moi, chaque fois que je fais le plein dans ma voiture, j'aide ce système, que je le veuille ou non. Je finance, je donne mes sous à Total ou à je sais pas qui, mais en tout cas, je donne mes sous. C'est un problème de société qui implique chacun de nous. Moi, je suis pas toujours d'accord qu'on ait le bouc émissaire en oubliant que nous sommes, nous, dans nos comportements au quotidien, nous soutenons ces lobbies. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de réforme fondamentale du comportement humain. Pourquoi j'ai proposé, elle est ce qu'elle est, j'ai proposé la sobriété en tant que système d'organisation plutôt que le toujours plus indéfini. C'est parce que si on ne rentre pas dans cette sobriété, on continue à alimenter le même système contre lequel nous sommes. Voilà. Et c'est pour ça que je proposais aussi, Lydie n'est pas d'accord, tu as le droit de n'être pas d'accord. Non, mais tu as tout à fait le droit. Moi, je te dis ce que je pense, et je ne pense pas être... de ma bouche ne sort pas la vérité absolue. Simplement, structurellement, on voit bien que nous sommes dans une société marchande. Cette société marchande propose des choses à vendre, que le public et que les citoyens ne sont pas forcément modérés dans leurs achats. C'est comme ça qu'on fait des brigades de pousseurs de caddies qui aujourd'hui font de la cueillette. On est revenu au néolithique d'ailleurs. On cueille, tout le monde cueille, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas. Eh bien, sachez que ces comportements-là, ce sont les comportements qui soutiennent ce système-là. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à quelque chose, même à mon avis, les grandes structures agricoles, je ne suis pas pour. Je suis pour les petites structures à taille humaine qui ramènent les choses à la juste mesure de l'être humain. Parce que la problématique n'est pas simplement dans l'organisation de ceci ou de cela, dans les lobbies ou autre chose, elle est fondamentalement dans un questionnement que l'on doit se faire aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous voulons faire de la vie? Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question, qu'est-ce que la vie? Alors existe-t-il une vie après la mort? Je n'en sais rien, mais la question, existe-t-il une vie avant la mort? Et c'est la grande question qui se pose aujourd'hui, parce que la question fondamentale, c'est qu'est-ce que vivre? Et tant qu'on n'a pas posé cette question, qu'est-ce que nous voulons faire de la vie? Eh bien, on continuera à rafistoler, à réagir, à protester, etc. Je peux parfaitement aller protester dans la rue contre ceci et cela, rentrer chez moi et pourrir la vie de mes voisins ou de ceux qui m'entourent. C'est-à-dire que la question n'est pas aujourd'hui, elle se pose en termes humains, c'est-à-dire en termes d'un questionnement que l'humain doit avoir à l'égard de lui-même. Et je ne pense pas qu'il puisse y avoir aucun changement en société sans le changement humain. Commençons par l'éduquer. C'est pour ça que la question qui se pose aujourd'hui, comment éduquons-nous nos enfants, ce sont ces choses-là. Et là, on a un espace quand même libre. Parce que qu'est-ce que c'est que l'éducation aujourd'hui? L'éducation, je regrette, ce sont des manufactures où l'on fabrique un être humain adapté au système. Voilà. Et peu importe là. Donc déjà, rien que là, il y a quelque chose à faire. Alors voilà, on n'est pas d'accord avec Lydie, mais... Mais pourquoi je ne suis pas d'accord avec Pierre, c'est que Pierre côtoie aussi beaucoup d'agriculteurs et de gens qui sont dans ce domaine-là. Je veux dire, quand il y a des agriculteurs qui prennent par exemple position, qui veulent prendre des semences paysannes, même si, ou alors il faudrait qu'il y ait une masse. Je veux dire, même quand dans des petites structures, il y a la volonté d'aller contre ces multinationales, soit vous ne trouvez plus le produit. Donc même si vous voulez aller, il va falloir, et tu les as pas. Hein, c'est le gros problème à l'heure actuelle, nous on se bat à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une directive qui est passée en 2011, où en fait il y aura interdiction aux agriculteurs d'utiliser les semences paysannes, c'est-à-dire la semence qui n'est pas hybride et qui ne rapporte rien et qui va pouvoir être plantée. Donc ça, et que si il y a utilisation de ces semences, soit il y aura des royalties, soit en fait l'agriculteur va être obligé de payer quelque chose. Donc quand je dis que je ne suis pas d'accord,
c'est effectivement chacun de nous doit changer. Mais même quand quelqu'un, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas assez nombreux, quand il y a des agriculteurs qui veulent remettre en place des variétés anciennes, quand il y a des agriculteurs ou des vignerons qui veulent, par exemple, retravailler sur certaines choses, faire des greffages différents, ou vous ne trouvez pas à vendre, comment fait un agriculteur quand il ne peut pas vendre son produit? Si vous avez un agriculteur qui fait un blé qui n'est pas autorisé par la législation et qui fait un pain, il ne peut pas le vendre. Donc c'est dans ce domaine, c'est dans ce sens-là que je veux dire, c'est vrai que chacun peut intervenir. Mais le pouvoir de ces multinationales, pour l'instant, même si vous luttez, eh bien, il y a des agriculteurs qui ne trouvent pas la filière, qui ne trouvent pas pour le vendre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est dans ce sens-là où je ne suis pas d'accord. Je voudrais aussi rajouter une chose, il faut faire très attention, ils sont très très rusés dans ces multinationales. Par exemple, en ce moment, il y a toute une démarche qui consiste à culpabiliser le citoyen. Par exemple, on va vous engueuler parce que vous ne fermez pas le robinet quand vous lavez les dents. Bon, pour vous donner une idée, vous, citoyens, vous consommez 5% de l'eau. 85% de l'eau qui est consommée en France est pour arroser du maïs qui sert à nourrir des cochons. Donc, faites attention à cette notion, parce que si vous commencez à culpabiliser le citoyen, il y a des gens, les bras leur tombent, et ils disent, bon, de toute façon, on ne peut plus rien faire, on est tous coupables. Je crois qu'il faut faire très attention à ce discours où ils essaient de nous culpabiliser, alors que c'est eux qu'il faut... Alors, je suis tout à fait d'accord avec Pierre qu'il faut essayer, chaque fois qu'on peut, ne pas rentrer dans leur jeu, mais il faut aussi arrêter de se laisser culpabiliser, donc se laisser rentrer dans une position dépressive en se disant mais je peux plus rien faire puisque je me lave les dents, ça y est, j'ai usé de l'eau. Les autres, ils en gaspillent des quantités hallucinantes, donc il faut quand même aussi voir la part des choses. Et je crois qu'il faut rester lucide parce qu'ils sont très rusés, ils ont un art de vous culpabiliser, ils vous font des films où vous sortez de là, vous pleurez, vous dites, je suis foutu, je peux plus rien faire, qu'est-ce que je vais pouvoir moi faire comme citoyen? Si, on a tous des actions, mais il faut quand même faire attention à leurs pièges, ils sont très rusés. À propos du maïs, à propos du maïs. Là, il marche, quoi. Allô? À propos du maïs, donc, il y a une question de Philippe, technique. Donc, lors d'une conférence, il y a quelques années, vous aviez expliqué qu'il existe une alternative au maïs, le sorgho. Où en est-on aujourd'hui? Pourquoi continue-t-on à produire du maïs en Ardèche sur des sols drainants et où l'eau est de plus en plus une denrée rare? Disons, le problème, c'est que le maïs, c'est la plante la plus contrôlée par l'agro-industrie, puisqu'elle contrôle, c'est une plante hybride, donc c'est très pratique de faire des hybrides avec les maïs, puisqu'il suffit d'étêter les têtes mâles et vous pouvez faire des hybrides. Et l'astuce de l'hybridation, comment on a fait pour piéger les paysans, c'est basé sur une loi génétique. Si vous voulez, si vous prenez toute la ruse des fabricants de semences de maïs, ils vont prendre une variété A qui fait 0 rendement, qui va faire du 10 quintaux. Ils vont prendre une variété B qui fait pareil 10 quintaux. Ils vont la croiser jusqu'à ce que par hasard, parce que ça ils ne le contrôlent pas, ils tombent sur un hybride fabuleux qui va faire 100 quintaux. Alors ça c'est le rêve pour l'hybrideur, parce que il sait que si le paysan a le malheur de reprendre sa graine et de la semer, par la loi de Mendel, il y aura 25% de A qui produira rien, 25% de B qui produira rien, et il y aura que 50% du maïs qui produira le rendement. Donc l'agriculteur est totalement tenu grâce aux hybrides, ce qu'on ne sait pas encore faire avec le blé, mais avec les maïs c'est au point. Donc c'est une plante parfaitement contrôlée par les semenciers. C'est une plante qui était résistante à la sécheresse, c'est une plante qui est des zones sèches du Mexique. On l'a trafiquée génétiquement pour qu'elle soit grosse consommatrice d'eau, ce qui permet de vendre de l'irrigation et de vendre de la flotte. Donc toute l'industrie de l'irrigation adore ça. C'est une plante qui est très consommatrice d'engrais, en particulier potassium, etc. Donc on vend des engrais, et consommatrice de pesticides. Donc c'est vraiment la bande pour les multinationales. Le sorgho, c'est une plante qui n'a pas été améliorée au même niveau. On peut encore avoir des graines qui se reproduisent très bien, qui donc vont échapper au système d'hybridation. Consomme pas d'eau, c'est une plante de milieu sec, comme était le maïs autrefois. Et évidemment, il n'y a pas d'argent à faire. Donc, il bloque tout le système de... Donc, si un paysan arrive avec du sorgho à la coopérative, on va dire, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de votre sorgho, alors qu'il est nutritif, et on ne lui achètera pas. Donc, on fait tout pour bloquer, pour que les agriculteurs n'aillent pas vers des plantes qui sont comme le mil, comme les sétères, comme les sorghos, qui sont des plantes qui sont très, très économiques en eau, qui n'ont pas besoin même d'être irriguées. Et ça, c'est une catastrophe pour les marchands d'irrigation et de produits chimiques. Donc, le maïs reste imposé, et l'agriculteur ne lui laisse pas le choix. Alors que c'est vrai que s'il avait une liberté de semence,
Hein, comme dit Lydia, ils n'ont plus de liberté de semence si vous n'avez pas le droit de semer quelque chose qui n'est pas dans le catalogue des semences. On vous dit qu'on est en marché libéral. Imaginez que le catalogue des semences, c'est comme vous voyez le catalogue des voitures et on vous dit cette voiture-là, vous n'avez pas le droit de l'acheter. Vous iriez dans la rue en gueulant pourquoi je n'ai pas le droit d'acheter cette bagnole, pas dans les semences, c'est ça. Donc pour le moment, le sorgho, hélas, il n'a pas d'avenir. Et alors en plus, ils sont très rusés. Ils ont rendu le maïs consommateur d'eau, et là ils vous annoncent qu'avec les OGM, ils vont le rendre résistant à la sécheresse, alors que naturellement, il était résistant à la sécheresse. Ils se foutent vraiment de notre gueule, les gars. Et il faut savoir que ce maïs n'est pas du tout pour notre alimentation, c'est pour l'alimentation animale, hein, parce que ce maïs irrigué est trop riche en eau, et en fait on ne peut pas l'utiliser soit pour faire les cornflakes, soit pour faire des farines. Donc tout ce maïs irrigué ne va qu'à l'alimentation animale. Alors, Sidonie, en 3 mots, que pouvons-nous faire de concret à notre niveau de simple citoyen? C'est une bonne question. C'est difficile. Non, mais ça nous ramène à notre responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes inclus dans un mode d'existence et dans un système qui a déterminé nos comportements et notre façon de faire. Ce système ayant défini le comportement que doit avoir un citoyen moderne, évidemment, il est parti du principe que ce citoyen soit subordonné, bien entendu. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a la nécessité de revenir à soi-même, c'est-à-dire, en fait, comment redéfinir un mode d'existence et de vie commune, c'est-à-dire de vivre ensemble, qui puisse, en quelque sorte, sortir de cette dépendance permanente à quelque chose qui va permettre finalement la mutualisation et la solidarité. C'est-à-dire que je pense que la coopération est absolument indispensable, de plus en plus, et la mutualisation des savoirs, des savoir-faire des citoyens qui sont perdus ou qui sont simplement au bénéfice justement des systèmes, puisse être reconnue comme étant quelque chose que l'on peut ramener à une réciprocité et à un système convivial. C'est ce que on avait proposé il y a quelques années, ce qu'on appelle les oasis en tout lieu. Vous avez entendu parler des oasis en tout lieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un système de grande désertification sociale, économique, etc. Et ça revient à la question, quel avenir? Quel avenir pour l'humanité? Eh bien, je pense que demain, ça ne sera pas au chacun pour soi. Le salariat a maintenu, en quelque sorte, j'ai mon salaire, j'ai besoin de personne. Mais comme le salariat est en train de s'éroder et de disparaître, il faut comprendre que maintenant, que le comportement social doit se modifier, passer de tout argent à quelque chose qui ne soit pas tout argent. Et nous avons des richesses extraordinaires qui sont à mettre en valeur, non pas à travers l'argent, mais à travers d'autres moyens d'échange. Si on ne passe pas par là, je ne vois pas trop où va le système, puisque quand les gens auront perdu leur salaire, que la société ne pourra plus assumer, donc comme elle le fait aujourd'hui en France, en tout cas, les chômages, le secourisme social qui est aujourd'hui assez fort en France, va-t-il encore tenir longtemps? Non, je ne crois pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a nécessité de repenser le vivre ensemble sur des critères qui ne sont pas les critères d'aujourd'hui, mais sur les critères de demain. Et c'est ce que nous pouvons faire de mieux, c'est d'anticiper aujourd'hui sur les vides et les manques et les carences qui se préparent. Bon, voilà ce que je verrai, si vous voulez. Voilà. Je crois que la première chose, essayez de quitter votre emploi et reprenez un métier. C'est fondamental. C'est une énorme différence. C'est une énorme différence. Essayez d'avoir un métier, c'est-à-dire de décider vous-même de ce que vous faites, d'essayer de redevenir artisan, etc. Ça, c'est important.
Au niveau de la nourriture, essayer, moi c'est pas toujours possible d'avoir un jardin, c'est sûr que ça, cultiver son jardin, c'est aussi une façon d'avoir son indépendance. Bon, maintenant, pour les deux autres choses fondamentales que sont l'habillement et le logement, c'est vrai que là c'est plus compliqué, tricoter ses chaussettes c'est plus compliqué, c'est pas facile. Son logement c'est devenu très compliqué, il y a une telle spéculation sur les logements qu'on a beaucoup de mal à avoir sa propre maison. Mais c'est vrai qu'essayer de retrouver ces trois choses essentielles que sont la nourriture, le logement et la maison, c'est ce qui nous permet de retrouver notre liberté. Et ça, ce sera le combat du citoyen de demain, hein, c'est reprendre ces trois choses fondamentales de la vie. Je crois qu'aussi... Quelle surface est le jardin pour une personne? 50 mètres carrés. 50 mètres carrés, oui. Par personne. Je crois qu'aussi par rapport à la nourriture, je crois qu'il faut revivre avec nos saisons. Et je pense que si, en tant que citoyen, peut-être que vous le faites déjà, mais arrêtez de penser que la fraise, eh bien, on doit la manger au mois de décembre et qu'on doit manger nos haricots verts au mois de décembre parce que ça fait bien de mettre ça peut-être à Noël. Je veux dire déjà, rien que ce geste de penser qu'on est avec des saisons, manger ce qui est de notre région et de nos saisons, à ce moment-là, on n'amènera pas ce que l'on voit par exemple pour la fraise ou pour les concombres en hiver ou les haricots. On exploiterait moins des populations africaines ou de l'Est qui travaillent en Espagne, au Maroc. Donc on redonnerait, quand on voit comment ces gens sont devenus des esclaves de cela. Donc quand on mange de la fraise au mois de décembre, eh bien en fait, on participe à l'esclavagisme de ces gens-là. Donc c'est un petit acte, mais on peut avoir autre chose. Et puis on peut avoir des amandes, comme était par exemple dans le Midi, on avait des amandes, ou des figues sèches. Donc rien que ça, revivre avec nos saisons, manger les produits de notre pays, la France ou l'Italie, et à ce moment-là, ne pas vouloir forcément des tomates au mois de décembre, il n'y en a pas. Mais c'est pas bien grave, on peut manger autre chose. Et ça les gens ont l'impression que ça représente très peu, en fait, par rapport à la pollution des sols, à l'exploitation des personnes, c'est un geste extrêmement important. Une dernière chose très courte. Quand il y a quelques années, je m'étais dit, comme tout est en voie de désertification, il faut venir vers des oasis de vie, d'organisation collective autres. Et ben, je vous invite à taper sur Hameau des Buis, et vous verrez que c'est Sophie Rabi qui a réalisé le premier hameau, une vingtaine d'habitats, une école, un collège, jardin, atelier. Ça existe. Donc vous pouvez déjà visiter quelque chose qui est concrétisé. Voilà, c'est cela. S'il vous plaît, je voudrais simplement poser une question, parler d'être entre guillemets un petit peu autonome. Comment est-ce que ça se concrétise au niveau des communes ou de l'État pour avoir son petit jardin à soi? Vous avez entendu? Oui. Donc comment devenir indépendant vis-à-vis des communes pour avoir son petit jardin? Alors, pour la première fois, c'est la première fois que ça nous arrive, on a été appelé par la commune de Nantes qui a décidé de construire, parce que les villes ne cessent de s'agrandir, hein, on bétonne un département tous les 7 ans en France. Et là, pour la première fois, avant de construire ce nouveau lotissement, la ville de Nantes nous a demandé, c'est une première en France, d'analyser les sols, avec enfin comme idée de garder les meilleurs sols pour les jardins des gens, que les gens puissent se nourrir dans ce quartier, et construire les maisons sur les plus mauvais terrains, les terrains les moins intéressants pour le maraîchage et pour l'arboriculture. Donc, vous voyez, les mentalités commencent à bouger dans les communes. C'est qu'il y a des communes qui commencent à se dire, mais c'est aberrant ce qu'on fait, on est en train de bétonner nos meilleures terres. En fait, on fait venir l'architecte, il fait des grands mouvements de manche, il va vous faire des beaux trucs, mais alors le sol, il en a strictement rien à faire. Et bien les choses sont en train de bouger. Ça, c'est très intéressant, parce que si on se met enfin à tenir compte des sols avant de construire les maisons, et de penser au fait qu'il faudra que les gens mangent autour de ces maisons, là, je crois que c'est très très positif comme mouvement.
Le problème pour des jeunes, et ça, il y a une spéculation du prix de la terre. C'est vrai que là, il y a quelque chose qui est vraiment très très difficile pour des jeunes qui veulent s'installer, même prendre peu en maraîchage. Bon, ça dépend, il y a certaines régions où on peut trouver encore de la terre pas chère, et beaucoup de gens pensent que la France fait partie des pays où la terre coûte le plus cher. En fait, c'est faux. Ça fait partie des pays où la terre est moins chère même si on peut la critiquer et la s'affaire. Mais quand vous allez au Maroc, quand vous allez dans certains pays, en l'Irlande ou l'Allemagne ou la Turquie, on a travaillé dans ces pays-là, la terre vaut excessivement cher. Quand un jeune veut s'installer et qui n'est pas fils de paysans ou fille de paysans, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas possibilité de cela. Alors, il y a une association qui s'appelle Terre de Liens qui soutient et qui aide des jeunes à essayer de trouver de la terre. Mais c'est un vrai problème puisqu'il y a une spéculation mais incroyable sur les terres en fonction des régions. D'où la difficulté de jeunes pour s'installer. Donc là aussi, il faudrait qu'il y ait politiquement parlant, quand un jeune veut s'installer de près d'une région, nous on habite près d'Issourty, il y avait un jeune qui voulait installer du maraîchage, eh bien on a dit non, le maire, enfin ça s'est pas fait, on a construit une piscine, il aurait mieux valu mettre un jeune maraîcher qui aurait pu faire des légumes à côté. Donc là, il y a un vrai problème au niveau de la terre, parce qu'effectivement, la terre s'est vendue trop cher pour ce jeune, et normalement il aurait dû, à notre avis, avoir préemption de la commune, de l'État, de dire on installe un jeune, on installe un métier, et plutôt que de mettre une piscine, bon, même, voilà. Merci. Alors, Guillaume me charge de vous dire qu'il y a un groupe Colibri dans l'Ardèche, donc si vous voulez vous inscrire pour... voilà. Il est où, Guillaume? Vous en voulez encore une question? Ah, la question du maire. Bon, question du maire. Alors, quelle culture dans la région de la Louvet? Traditionnellement, pommes de terre et seigle. Question de Louis. Disons, les zones montagneuses, c'est vraiment les zones où fonctionnaient et ne peuvent fonctionner que dans l'équilibre agro-silvo-pastoral qui avait été défini par nos anciens, c'est-à-dire agro, le champ, silvo, la forêt, la haie et pâture. Parce que vous êtes sur des terres plutôt sablo-granitiques qui minéralisent assez vite leur matière organique, et la pâture est indispensable pour permettre à la matière organique de revenir. Donc, si vous voulez cultiver ici, vous allez avoir beaucoup de mal de ne pas avoir d'élevage. Je veux dire, c'est vraiment typiquement des régions où on peut fonctionner dans cet équilibre agro-silvo-pastoral. Si vous voulez faire que du maïs, ça ne marchera pas, vous tuerez vos sols. Il faut absolument que la bête soit là. Vous savez, finalement, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait en cultivant, en recréant cet équilibre agro-silvo-pastoral? Il a tout simplement recréé la nature. Dans la nature, il y a à la fois des clairières, des forêts et des animaux. Il a simplement recréé cet équilibre. Le drame actuel, c'est qu'on a mis tous les cochons en Bretagne. Il y a maintenant plus de cochons que de Bretons. C'est dramatique. C'est dramatique, ça marche pas. Alors, ils ont pensé faire un merdodu pour emmener la merde en Beauce, parce qu'en Beauce, il n'y a plus de bêtes. Mais c'est des systèmes absurdes. Il fallait, cet équilibre très ancien était remarquable. Il était brillant, parce que la balle de fumier, il était dans chaque ferme. Donc, tout ça fonctionnait ici. Vous êtes typiquement dans des régions. Alors, c'est vrai qu'en céréales dominantes, le seigle va bien marcher. Parce qu'on est sur des terres assez légères. Seigle et avoine sont des céréales qui vont bien marcher sur ce type de terre, mais il faut absolument avoir les bêtes. Enfin, je ne conçois pas ici un système qui fonctionne sans les animaux. Durable, je parle d'un système durable sans les animaux. Et la forêt, il faut de la forêt, parce que vous êtes sur des pentes. Si vous ne protégez pas vos pentes par la forêt en haut, vous aurez des érosions et des glissements de terrain. Petite dernière question, c'est trop mignon. Donc, Pierre, vous avez parlé de bonheur. Quand avez-vous pris conscience que vous étiez heureux, et êtes-vous heureux en permanence? Là, c'est une question. Oui. Non, il y a le Pierre Rabhi dans son engagement, etc. Il a une certaine énergie, etc. Et il y a le pauvre Pierre Rabhi avec ses 52 kilos. C'est pas forcément tous les jours la joie. Il faut être réaliste. Tout en étant notre engagement, évidemment, c'est quelque chose qui nous
pousse à une protestation permanente et agir pour que ça aille mieux, le mieux possible. Mais on a aussi nos limites personnelles. Ces limites personnelles, je ne peux pas me plaindre non plus. Quand je pense à ceux qui sont bombardés en ce moment, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas, etc., il faut quand même relativiser les choses. Je mange à ma faim, il n'y a pas de problème grave, etc. Et alors, le problème, c'est d'être sensible, c'est-à-dire l'hypersensibilité nous expose évidemment à être beaucoup plus écorchés vifs que d'autres. Ceux qui ne sont pas dans cette hypersensibilité, finalement, relativisent beaucoup plus les choses. Et effectivement, quand on voit la terre qui meurt, la terre qui est détruite, on ne peut pas rester insensible. Quand on voit les humains souffrir, on ne peut pas rester insensible. Et à la fois, on essaye de faire tout ce que nous pouvons pour essayer quand même de garder un peu de bonheur. Mais la béatitude, il paraît qu'il y a des drogues pour l'obtenir. Moi, je ne suis pas encore là-dedans. Ça viendra peut-être. Le vin, j'avais ma maman qui était une bourguignonne du Mercuré, vous savez, hein, du truc haut de gamme. Si on voulait évaluer ce qu'elle a bu comme vin, ça ne se tiendrait pas dans cette situation. Et alors, il y avait une petite histoire avec elle, c'est qu'elle, étant bourguignonne du pays des grands vins, me disait, si tu buvais un peu plus, tu irais beaucoup mieux. Voilà, tu irais beaucoup mieux, tu serais plus content. Et effectivement, elle avait l'air de garder un certain bonheur par le vin. Voilà. Mais sans jamais être saoule, hein. Je n'ai jamais vu saoule. Alors, il y a une anecdote très très particulière, c'est qu'elle était venue vivre à côté, en Ardèche, pas loin de chez nous. Et elle a sa retraite. Alors, du coup, je voyais ma mère, moi j'allais vendre mes fromages au marché, et on avait établi que tous les samedis, on allait manger ensemble au restaurant. C'était l'occasion de voir ma mère, faire le point sur la semaine, etc., etc. Donc on allait au restaurant, et puis elle commandait sa bouteille de vin, et elle me disait, écoute, il faut que tu trinques un peu, voilà. Je lui dis, maman, un doigt, comme ça, pas comme ça, vous voyez, un doigt. Donc elle me donnait un fond de verre, comme ça. Elle était très heureuse de ça. Et je buvais mon fond de verre, et en sortant, je la vois rencontrer des amis. Ah, aujourd'hui, au restaurant, c'était délicieux. Nous avons bu une bouteille à deux. Et ben ça c'est ce qu'on appelle le produit national brut. Il est censé être pour tout le monde, mais en fait, il y a quand même des disparités. Alors, c'est juste une conclusion? Non, mais je pense que le simple fait que vous soyez aussi nombreux montre que les choses bougent. Il y a 25 ans, quand on faisait une conférence comme ça, il y avait 10 personnes au début, puis à la fin, il n'y en a plus que 2. Donc les choses bougent, les choses avancent, et puis je pense que c'est comme ça que les choses bougent, c'est qu'on le fasse tous ensemble, et que nous, on est des lanceurs d'alerte, mais le principal, c'est que l'alerte, elle tombe, elle soit entendue, puis que ça entraîne un mouvement. Hein. Puis merci pour votre présence, et puis pour votre attention, c'était très agréable. Je voudrais remercier Xavier, parce que je pense que si on n'avait pas rencontré Xavier, cette manifestation ne se serait pas faite. Effectivement, on a travaillé dans son jardin là en bas. Quand on est arrivé, il n'y avait pas grand-chose. Et cette amitié qui est née, ce projet de faire cette réunion n'aurait pas existé. Et je pense que des rencontres peuvent générer, parce qu'au départ, on était Margarita, Xavier, Olga, Lydia et Claude. Et en fait, vous voyez, ce soir, il y avait 400 personnes, Pierre avec nous, 400 personnes venir à nous écouter. Et c'est là, c'est vraiment le grain de blé qui a généré un champ. Voilà.
Donc on va aller se coucher. Donc en fait, je crois qu'on n'était pas 400 parce qu'il y a 400 places assises. Donc c'était plutôt 500 ou 600, je pense. Hein, voilà. Merci à tous. Donc rendez-vous le samedi 1er août et dimanche 2 août 2015. Thank you.